Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux manipulations psychologiques, notamment sur Internet. C'est le 3e numéro de cette série que je vous propose. Aujourd'hui, je vais vous dire comment Emmanuel Macron fait pour manipuler ses électeurs, sur quel ressort psychologique artificiel il s'appuie pour amener à lui, comment il a pu faire à une époque, amener à lui un certain nombre de gens qui lui ont fait confiance et qui ont cru en ses paroles. Voilà, donc c'est important d'en parler aujourd'hui puisque j'ai fait une émission la semaine dernière sur la manipulation des patriotes et je voulais redire en introduction de cette émission que la manipulation psychologique, ce n'est pas l'apanage de tel ou tel candidat. Il n'y a pas ceux qui, à un moment donné, font des politiques véreuses ou tordues et ceux qui parlent vérité. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, en politique, utilise des techniques de persuasion qui sont vieilles comme le monde pour certaines d'entre elles. Les Grecs sous Platon, c'est-à-dire il y a 2500 ans maintenant, eh bien les Grecs appelaient ça les sophismes, les sophistes. Donc la théorie sophistique, les pratiques sophistiques sont connues depuis 25 siècles au moins. Elles sont même théorisées depuis au moins 25 siècles, simplement elles ont évolué avec des cadres psychologiques différents. Dans la première émission sur les manipulations, je vous ai parlé du modèle Big Five, qui est un dérivé. Alors, le modèle Big Five, il a été formalisé pour aller vite dans les années 80, autour de 1984, après un long processus qui a commencé en Angleterre sous l'égide de Sir John Galton, vers 1884 d'ailleurs, je crois. Il a fallu 100 ans aux anglo-saxons pour essayer de bâtir un modèle prédictif, comme ils disent, de comportement lié aux traits de personnalité et lié au langage, aux façons d'utiliser le langage pour manipuler les gens. Voilà. Donc, tout le monde utilise ces techniques, elles évoluent, elles ont beaucoup évolué avec Internet qui permet de faire de la segmentation psychographique. J'en ai parlé dans le premier numéro de la vidéo, premier numéro de cette série, la première vidéo de cette série. Donc j'en profite pour rappeler que la chaîne YouTube du Courrier des Stratèges est au fond une annexe de notre site qui comporte beaucoup d'articles tous les jours, plutôt d'inspiration libertarienne et conservatrice, avec des informations que vous ne voyez pas ailleurs, traitées de façon libre et avec un souci de rigueur et de précision, mais dans un point de vue qui diffère complètement de ce que les mainstream disent. Vous pouvez donc retrouver cette vidéo dans les colonnes du Courrier des Stratèges. Elle sera publiée gratuitement. L'article qui accompagne cette vidéo sera gratuit, mais je rappelle que nous avons besoin de votre aide, de vos abonnements pour développer notre activité. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est pas très cher. 1 € l'article pour ceux qui veulent acheter des articles numéro, et puis 10 € par mois, enfin 9,90 € par mois, ou 99,90 € par an. D'ailleurs, je pense que nous allons un peu augmenter les tarifs, parce que notre travail, de mon point de vue, vaut beaucoup plus que ça. Et quand je vois un certain nombre de publications mainstream subventionnées par l'État et déficitaires qui vendent leurs abonnements à 400, 500 €, je me dis que nous avons encore un peu de marge pour récupérer les justes fruits de notre travail. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous référer à l'article du Courrier des Stratèges que je vais publier gratuitement et qui comportera le rappel des 2 précédentes vidéos. Donc si vous ne voulez pas chercher sur les chaînes YouTube, vous allez directement sur l'article Le Courrier des Stratèges, lecourrierdesstratèges.fr, qui paraît ce dimanche 4 mai vers 18 h, je pense, heure de parution de l'article. Voilà, ça c'est le premier point. Alors je vais vous dire aujourd'hui comment Emmanuel Macron a fait pour manipuler ses électeurs, quelles sont les techniques qu'il a utilisées couramment, qu'il utilise encore couramment pour manipuler ses électeurs. Alors je le redis, j'ai fait un numéro sur les patriotes qui sont plutôt des conservateurs, qui sont une forme de conservateur particulière, patriotes passés au crible du modèle Big Five. Vous vous souvenez que ce modèle, donc je l'ai dit, il a été inventé dans les années 80, en tout cas théorisé tel qu'on le connaît aujourd'hui
à partir des années 80 et il a été réutilisé notamment par Cambridge Analytica, je l'ai expliqué la semaine dernière, pour notamment mobiliser les électeurs de Donald Trump, les électeurs de Nigel Farage au moment du Brexit. J'ai expliqué quelle technique était utilisée. On rappellera que le vice-patron de Cambridge Analytica était Steve Bannon, un très proche conseiller de Donald Trump en 2014. Et puis, on rappellera aussi que dans les exécutifs, ceux qui faisaient le boulot, il y avait notamment un certain monsieur Kogan qui était aussi professeur à l'université de Saint-Pétersbourg, ce qui explique qu'on retrouve dans les utilisations russes d'Internet des techniques de manipulation qui sont très proches, notamment auprès des patriotes, des techniques de manipulation qui sont très proches de ce que Donald Trump a utilisé. Alors voilà, j'ai fait ce numéro en soulignant que les patriotes présentent dans le modèle Big Five une particularité, c'est qu'ils ont une forte consciousness très souvent, c'est-à-dire une forte conscienciosité, comme on dit en français dans un français jargonnant, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont attachés à l'ordre, à l'organisation, qui ne veulent pas de bordel, ils ne veulent pas d'innovation, ils veulent un monde carré et clos. Et puis ils sont marqués, à la différence des conservateurs classiques, les patriotes sont marqués par un fort névroticisme, c'est-à-dire une forte instabilité émotionnelle, une grande angoisse, notamment vis-à-vis de l'avenir. Alors, ces traits sont évidemment relativement caricaturaux et il faut être capable de les nuancer. D'ailleurs, les techniques de Big Five, des techniques de psychologie sociale utilisées par les chercheurs anglo-saxons, permettent de quantifier le taux d'erreur dans ce qu'on appelle la corrélation entre un trait de personnalité et une opinion politique. Donc tout n'est pas aussi carré qu'on ne le dit et tout n'est pas aussi simpliste qu'on ne veut bien le dire. Je regarde mon tableau en même temps parce que je vais vous passer dans quelques minutes un tableau où vous allez comprendre les liens entre les traits de personnalité et les opinions politiques. D'ici là, donc, je vous parlais du modèle psychologique des patriotes, et Emmanuel Macron, lui, il a un électorat différent et qu'on va essayer de décrire selon les traits de personnalité. Alors pour y parvenir, je vais d'abord dire que, de mon point de vue, Emmanuel Macron a repris les techniques décrites dans Cambridge Analytica, les techniques de manipulation de Trump, en partie de Poutine, de Nigel Farage. Je pense que quand on voit comment s'est faite la campagne d'Emmanuel Macron, qui est assez proche de l'époque du scandale de Cambridge Analytica, qui est à peu près en même temps que la campagne de Trump, à peu près en même temps que la campagne du Brexit, la campagne de 2016 d'Emmanuel Macron, 2016-2017, de mon point de vue, elle a beaucoup reposé, et celle de 2022 aussi d'ailleurs, mais c'était probablement moins marquant. Et la campagne de 2017, elle a beaucoup reposé sur l'utilisation des techniques de traits de personnalité définis par le modèle Big Five. Et Emmanuel Macron s'est adressé à des électeurs en les segmentant psychologiquement. Quand on voit un certain nombre de dispositifs qu'il a utilisés, notamment le porte-à-porte pour fabriquer son programme, eh bien, c'est décrit par Christopher Riley dans son livre Mindfuck sur Cambridge Analytica, où il explique que lui-même, à l'époque, il avait été chargé de mener une campagne de ce type en 2014 pour montrer à Steve Bannon la puissance du modèle et la puissance des techniques de segmentation psychographique qui se préparaient en allant faire du porte-à-porte et en posant une série de questions aux gens, et on en ressortait avec un modèle qu'on pouvait parfaitement utiliser. Je pense qu'Emmanuel Macron, en 2016-2017, lorsqu'il a, vous vous souvenez, lancé sa campagne, aller voir les gens, etc., a dupliqué le modèle de Donald Trump, le modèle de Cambridge Analytica, et qu'il a utilisé des techniques de manipulation qui sont identiques à celles de Trump, identiques à celles de Nigel Farage. Simplement, ça ne s'adressait pas aux mêmes électeurs, puisque dans la pratique, vous savez, Emmanuel Macron est un mondialiste, comme on dit, c'est-à-dire qu'il croit au bienfait de l'Europe, de la construction multilatérale dans les relations internationales,
et il n'est pas patriote au sens où il ne souhaite pas que la France, par exemple, sorte des systèmes multilatéraux, à commencer par l'Union européenne. Le discours majeur de Macron, c'est de dire la France ne pèse plus qu'à travers l'Europe. Donc ça, c'est un discours de mondialiste, pour simplifier les choses, et certainement pas de patriote. Donc Emmanuel Macron ne s'est pas adressé au même public, et donc ne pouvait pas utiliser les mêmes ressorts psychologiques que ceux de Trump et de Farage, qui eux s'adressaient à des patriotes. Alors, pour comprendre les différences, je vais essayer de vous les expliquer, en prenant à la lettre ce que Emmanuel Macron a dit tout au long de sa campagne et qu'il continue à dire. Mais vous vous souvenez, c'était très fort en 2016-2017, Emmanuel Macron utilisait l'expression du « en même temps de droite, en même temps de gauche ». Et je crois que c'est assez vrai quand on regarde les résultats qu'il a obtenus aux élections, parce que plus de 78% des plus de 70 ans, 78% des plus de 70 ans ont voté Macron. C'est-à-dire que Macron, il a fait le plein chez les retraités. Et il a aussi un très gros score chez les 18-24 ans, qui sont des profils psychologiques relativement différents, statistiquement assez différents. Et dans la pratique, Emmanuel Macron, il a utilisé deux ficelles. Ça a été d'abord une ficelle sur l'innovation, sur la nouveauté, sur la révolution, c'était le nom de son livre, qui est un langage qui a mobilisé les gens qui ont une sensibilité à l'innovation et que le modèle Big Five considère comme étant des gens qui ont une ouverture d'esprit, openness. Et les gens qui ont une ouverture d'esprit ne fonctionnent pas de la même façon que les gens qui sont plutôt attachés à l'ordre, qui ont une forte conscienciosité et qui sont plutôt libéraux. Alors, en réalité, Macron a réussi l'exploit, de même que Trump, soit dit entre nous, a réussi l'exploit de faire coexister des patriotes et des libertariens, qui sont pourtant comme chien et chat à de nombreux égards, et pourtant ça marche, hein. Mais quand on voit les déclarations de Steve Bannon, qui est un patriote, sur Elon Musk, qui est un libertarien, en tout cas d'inspiration libertarienne, on va dire ça comme ça, on comprend qu'il y a une opposition entre ces deux mondes, et un antagonisme entre un Musk qui est partisan du libre-échange, du marché, de la concurrence, de la libre concurrence, même s'il a bénéficié de beaucoup de contrats publics et de soutien public, les derniers en date étant ceux que Trump lui a accordés en prenant le volant d'une Tesla devant la Maison Blanche, qui est une image, qui est une espèce de signature du capitalisme de connivence où on mélange les fonctions politiques et les intérêts économiques. Mais c'est comme ça, Musk est d'inspiration libertarienne, nonobstant sa pratique du capitalisme de connivence que les libertariens détestent. Steve Bannon est un authentique patriote qui est beaucoup plus sur la solidarité, le modèle social, la cohésion sociale, etc. Donc ce sont deux modèles très différents qui arrivent à coexister. Emmanuel Macron, lui, est arrivé, même si vous le détestez, il y est arrivé à faire coexister des retraités attachés à leurs privilèges ou leurs droits acquis, comme on dit, parce que c'est beaucoup plus poli de dire droits acquis que privilèges, même si en réalité c'est la même chose. Donc il est parvenu à faire coexister cette sphère qui est, quoi qu'en pensent les gens, qui rassemble les grands gagnants de la société héritière des 30 Glorieuses, sont les retraités. Il est parvenu à les allier, à les faire coexister avec un électorat très jeune, et donc débutant dans la vie, donc sans avantages sociaux, sans privilèges, et ouvert à plein de choses, ouvert à Internet, ouvert au monde, à la mondialité, on va créer ce néologisme, ouvert on bouge, on circule, etc. Et donc Macron est parvenu à faire en même temps les deux, ce qui est un tour de force, comme Trump réussit un tour de force en faisant coexister des libertariens et des patriotes, soyons clairs. Il ne s'agit pas parce qu'on reconnaît que Macron a réussi sa campagne de 2017, c'est pas parce qu'on dit ça qu'on l'aime, voyez, et qu'on déteste les autres. Et on a le droit à des nuances dans la vie, puis on a le droit à faire des constats objectifs sans être dans la morale de je suis pour ou je suis contre.
Donc dans cette affaire Macron, il fait coexister deux populations qui ont des réflexes très différents. Alors je vous montre le tableau qui passe sous vos yeux là. Et ce tableau vous montre, il y a une colonne libertarien qu'on va exclure aujourd'hui. Ce tableau est issu d'une étude sur les liens entre les affinités politiques et les traits de personnalité. Il y a assez peu d'études sur le sujet. Il n'y a pas d'études spécifiques à la France, il n'y a pas d'études spécifiques à l'électorat de Macron. On en est donc déduit à faire des raisonnements et des hypothèses à partir des informations existantes sur le marché. Et dans cette affaire, donc, je mets sur ce tableau, à part les libertariens qu'on ne va pas examiner, on va partir du principe que Macron en mobilisant des gens à forte ouverture d'esprit, ouverture à l'expérience, vous voyez comme il écrit, à mobiliser ce qu'on appelle des libéraux, puisque les études de psychologie sociale montrent que généralement, les gens qui aiment l'innovation, qui sont ouverts à l'innovation, openness, sont plutôt des gens libéraux au sens gens de gauche comme aux États-Unis. Les libéraux aux États-Unis sont des sociodémocrates. Et puis, les gens qui ont une forte conscienciosité, conscientiousness, donc un goût de l'ordre, comme on le voit chez les conservateurs, c'est une qualité importante chez les conservateurs. Les conservateurs, donc on va appeler les républicains, ceux qui n'ont pas voté au fond, ceux qui étaient électeurs de Fillon, se retrouvent dans la catégorie que vous voyez sur ce tableau de conservateurs, avec une ouverture d'esprit qui n'est pas nulle, mais une forte conscienciosité. Ce sont dans le personnel politique ceux qui ont la plus forte conscienciosité. Alors vous remarquerez par ailleurs que les libéraux et les conservateurs partagent un point commun, c'est qu'ils ont aussi beaucoup d'agreeableness. Alors on a traduit ça en français en agrégation. En réalité, c'est une capacité un besoin d'être dans le consensus, un besoin d'être d'accord avec les autres. Je vous mets à part les colonnes effet Cohen, qui sont des techniques utilisées en sociologie pour mesurer le taux d'efficacité des réponses, mais vous voyez bien ce qui se trame dans ces colonnes, c'est qu'au fond, Emmanuel Macron, il a un électorat qui se retrouve par son besoin d'être ensemble, d'être dans le consensus, de ne pas se disputer, d'être toujours d'accord entre soi. C'est les phrases que vous connaissez de la bonne bourgeoisie française. On ne dit pas les choses qui fâchent. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Oui, vous connaissez tout ça. On ne va quand même pas se fâcher pour si peu. On va rester cohérent dans nos intérêts politiques. Et donc on va mettre de côté les désaccords pour insister sur ce qui nous rassemble en disant mais au fond on est d'accord sur l'essentiel. Ça c'est une caractéristique des libéraux et des conservateurs. On va dire c'est une caractéristique des geeks, enfin des geeks, le mot est mal choisi. C'est une caractéristique des innovateurs, de la partie de l'électorat de Macron qui défendait un certain nombre d'idées sur de progrès sociétal. Voilà. Et c'est une idée qui est aussi très forte dans la droite qui aime l'ordre, qui aime l'autorité, et que Retailleau travaille au corps aujourd'hui, même si Retailleau mord sur les patriotes. On y reviendra en actionnant beaucoup la peur de l'immigré, qui est la caractéristique de la manipulation qui permet de dresser, si je dirais, de rendre cohérent un électorat patriote. Voilà. Donc l'appel à l'ordre, l'appel à la discipline, ça c'est caractéristique des conservateurs, et l'appel à l'engagement dans le progrès, dans l'ouverture d'esprit, à être acteur d'une société qui change, ça c'est caractéristique de l'électorat libéral au sens les innovateurs qui ont soutenu Emmanuel Macron. Et Macron, il a donc cette population qui aime être dans le consensus, avec certains qui aiment l'ordre et d'autres qui aiment donc l'ordre, le sens du devoir, et d'autres qui aiment être engagés dans des processus de changement. Et ce sont deux populations donc, qui peuvent se rejoindre dans leur volonté d'être d'accord entre elles, de détester les disputes, de détester la lutte, les provocations, mais elles diffèrent sur leur rapport à l'ordre et notamment à la légitimité que l'État a imposé des disciplines aux citoyens. Et donc Macron,
il a assez habilement, même très habilement de mon point de vue, joué sur les appels à ces populations. D'abord, en effet, il a tablé sur très largement la volonté qu'ont ces populations de ne pas être prises de ne pas faire dissensus. Et ça, ces populations-là, le modèle Big Five montre qu'on doit les travailler prioritairement en utilisant ce qu'on appelle la social proof, c'est-à-dire en expliquant la société majoritairement est d'accord avec ça. Les gens respectables pensent ça. Les gens respectables ne s'autorisent pas à penser différemment. Et donc l'appel à la respectabilité sociale, à la loi du nombre, à l'idée, mais vous ne pouvez pas vous mettre à l'extérieur du groupe en pensant ça. Hein, donc en ayant une fenêtre d'Overton, comme on dit, très limitée, c'est une arme qui est au fond même du macronisme, hein, ce que je vais appeler le conformisme social. Je ne suis pas très original en le disant. Le conformisme social, c'est ça, mais vous n'allez quand même pas faire l'original, vous n'allez quand même pas vous distinguer. Vous voyez bien que tous les gens intelligents pensent ça. Et donc, si vous ne pensez pas comme eux, c'est que vous êtes complotiste. De ce point de vue, la mise en avant du mot complotiste a été une opération extrêmement importante, parce que précisément, je prends l'exemple du Covid, on va y revenir très souvent, dans l'opération Covid, Macron a fondamentalement expliqué à ses électeurs qu'il incarnait, en tant que président, dans une phase d'urgence, je vais y revenir, dans une phase de danger, il incarnait l'ordre et le bon sens. D'ailleurs, je vous rappelle une interview que j'ai faite de Richard Boutry, je la remettrai dans l'article, qui parlait de Xavier Azalbert, patron de François, et Richard Boutry disait Azalbert nous avait dit « j'ai participé à la rédaction du discours de Macron parce que vous savez que Xavier Azalbert est un McKinsey et je suis parvenu à faire introduire 8 fois le mot bon sens, qui est un mot qui a été beaucoup utilisé par Bannon dans le discours de Macron. Et ce discours de bon sens, de « je suis là pour vous sauver, l'heure est grave mes amis », c'est un discours qui fonctionne fondamentalement sur le respect social, sur la social proof, sur le conformisme. Si vous ne faites pas comme ça, c'est que vous êtes un excentrique et vous êtes probablement un complotiste. Et donc, le mot complotiste a permis de bien distinguer deux groupes, ceux qui étaient dans le noyau des gens responsables, et pour quelqu'un qui a une forte consciousness, la responsabilité, c'est une donnée fondamentale. Et puis il y avait les énergumènes, les hurluberlus, ceux qui nous mettaient en danger et qui contestaient tout et qui n'avaient aucun argument et qui voyaient le mal partout et qui étaient à moitié fous, quoi, et instables émotionnellement. Et ça, cette mécanique-là, elle a permis à Emmanuel Macron, bien entendu, le recours au mythe complotiste a permis à Emmanuel Macron de dire à ces gens, à ses électeurs, mais ne réfléchissez pas, vous voyez bien, on est tous d'accord, on est tous des gens raisonnables et responsables. Donc ça, c'est un élément majeur, l'appel à la social proof, à la respectabilité sociale, qui est une constante du macronisme depuis que Macron est au pouvoir. C'est entre nos tables, nous disons les choses. Alors là-dessus, Emmanuel Macron s'est appuyé, vous l'avez vu, sur des experts qui sont venus par exemple au moment du Covid nous expliquer tous les soirs les chiffres. Alors faire appel aux chiffres, à l'argumentation factuelle, c'est aussi un élément fondamental du consciousness. C'est-à-dire, donnez-moi des éléments en apparence rationnels pour me forger une idée de la réalité. Donc ça a fait partie des techniques qui ont permis de manipuler les gens, leur disant, mais voyez, on a des chiffres, il y avait ce slogan d'ailleurs, je crois, les chiffres au moins ça ne se discute pas, hein, ou faisant oublier la fameuse phrase de Churchill, je ne fais confiance qu'aux statistiques que j'ai moi-même truquées, au passage, d'ailleurs, beaucoup d'anticovidistes, on va les appeler comme ça, ont le même travers, puisqu'ils ont trouvé, par exemple, dans le livre de Pierre Chaillot, qui est un statisticien, la conviction qu'ils avaient raison et que les chiffres montraient que le Covid n'a jamais existé. Donc, vous voyez, la preuve
un, qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, et deux, que le trait de caractère, trait de personnalité de beaucoup de macronistes qui est de donnez-moi des chiffres précis, c'est quelque chose qui existe aussi chez un certain nombre de complotistes. Et que donc il faut arrêter de penser qu'on est meilleur que les autres. En réalité, nous sommes tous avec des qualités et des défauts. Et donc il y a eu cet appel à la social proof. On soulignera qu'une des grandes astuces quand même a été de dramatiser, vous le savez, les effets réels du Covid, puisqu'on sait aujourd'hui qu'en réalité, il y a eu une baisse de la mortalité durant le Covid chez les jeunes, il y a eu une hausse de la mortalité chez les plus de 65 ans, c'est avéré, mais il y a eu une baisse de la mortalité chez les plus jeunes. Et donc, globalement, quand on cite des chiffres extravagants sur le nombre de morts du Covid, personne n'en sait rien. Est-ce que les gens qui avaient 75 ans, un cancer avancé, et qui avaient un petit Covid, et qui sont morts pendant le Covid, est-ce qu'ils sont morts du Covid ou de leur cancer? Alors, on a été obligé de dire qu'ils sont morts du Covid. Alors, non, ils sont morts de leur cancer. Bon. Donc là-dessus, vous voyez bien qu'il y a eu des manipulations dans tous les sens. Mais un des phénomènes majeurs, c'est que la dramatisation, c'est une étude des années 70 qui l'a montré. Au début des années 70, un chercheur américain a montré que, je crois que c'était M. Michel, a montré que le problème des modèles de traits de personnalité de Big Five, c'est qu'ils fonctionnent en partant du principe que les gens réagissent de la même façon en toute situation. Or, face au stress, en situation de peur, en situation d'angoisse, bien entendu, les réactions psychologiques sont différentes. Et de ce point de vue, eh bien, on a une différence d'appréciation soi-même. Lorsque nous sommes sous stress, angoissés, je vais être viré, la planète va s'effondrer, mon enfant est gravement malade, on ne réagit pas de la même façon que lorsqu'on est en pleine, en pleine lévitation, ou en pleine méditation. Et donc, bien entendu que la peur a servi à nourrir le besoin notamment de conscienciosité, de conscientiousness chez un certain nombre de gens, y compris chez les libéraux, chez les progressistes, on va dire ça comme ça, qui auraient pu être attentifs aux idées nouvelles, mais qui, là, face à l'appel au devoir, qui est « mais vous voyez bien mes amis que la planète est en danger », et on rappelle quand même que les libéraux ont aussi une forte conscienciosité, et bien Macron a fait appel pendant le Covid en permanence à cet appel à l'ordre, au conformisme social, à l'engagement en faveur d'une société bien organisée au sens de la responsabilité individuelle. Comment a-t-il utilisé ces techniques? Alors là-dessus, il a utilisé des techniques qui sont la preuve même, si j'ose dire, des techniques qui n'ont pas été utilisées ailleurs, mais qui sont la preuve même que Macron a habilement joué de son « en même temps ». Alors vous vous souvenez par exemple qu'au moment du Covid, il y a deux choses, au moment des confinements, il y a eu le phénomène de l'attestation. On devait s'auto-déclarer ayant le droit de sortir. Alors pourquoi cette invention absurde? Beaucoup ont dit mais c'est l'absurdistan, c'est aberrant, et majoritairement les gens ont joué le jeu, c'est-à-dire il y avait des policiers pour vérifier quand même. Moi par exemple, je truquais mes attestations, je les dupliquais, etc. Mais je savais qu'il y avait des policiers près de chez moi qui régulièrement vérifiaient les attestations, notamment sur la route de l'hypermarché, pour être sûr qu'on obéissait bien. Mais pourquoi à un moment donné, Macron a-t-il dit aux gens « vous faites une auto-attestation » c'est un élément essentiel. C'est précisément pour parler à la conscientiousness, c'est-à-dire que c'est, vous voyez, vous allez être acteur de l'ordre social. Tout ne va pas venir d'en haut. Et donc, vous-même, vous allez vous engager parce que vous êtes des gens de devoir, et donc vous allez vous-même faire des actes positifs pour vous engager en faveur du salut de la société et contre l'extinction de l'espèce pratiquement. Et donc cet appel à l'engagement, à la discipline, à l'autodiscipline, c'est fondamental dans le consciousness. C'est-à-dire que dans le trait de personnalité de son électorat conservateur et particulièrement son électorat des plus vieux, l'appel à l'ordre où chacun prend sa part était essentiel.
On rappellera que là-dessus, la gestion du Covid a été très largement une gestion organisée autour de la défense des intérêts des plus vieux, c'est-à-dire du bloc macroniste. Vous vous souvenez qu'on nous disait non mais ce sont les plus fragiles, les plus en danger, il faut les protéger et les jeunes doivent se sacrifier, sens du devoir, pour protéger les plus vieux qui sont les plus fragiles. Et donc évidemment les plus vieux se sont dit c'est pour nous, on va y aller et on va renvoyer l'ascenseur. C'est aussi la caractéristique du consciousness. Donc ce système était assez bien monté. Il n'en reste pas moins que, et c'est là qu'il y a une astuce, c'est que le fait de se signer une auto-attestation, c'était une façon d'impliquer chacun directement dans le maintien de l'ordre social, dans la mise en place d'un système qu'on ne pouvait plus critiquer. C'est-à-dire qu'une fois que vous étiez dedans, vous ne pouvez plus admettre les théories complotistes disant c'est du n'importe quoi. Et cette façon de demander à chacun de participer à l'ordre, de s'impliquer concrètement dans l'ordre, c'est aussi un trait très distinctif des gens qui ont une forte openness, des gens qui ont une forte ouverture d'esprit. Ces gens-là, ils ont envie de participer aux choses. Et donc Macron a eu l'intelligence, avec McKinsey, je pense que c'était McKinsey qui était derrière le marketing de la politique sanitaire française, l'invention de l'auto-attestation, ça permettait de tirer deux leviers, d'actionner deux leviers dans l'électorat de Macron. C'était d'abord le levier « la société doit être disciplinée » et deux, la société doit participer elle-même à la discipline, à sa propre discipline. Et ça a permis de toucher les gens ouverts d'esprit et de toucher les gens à forte conscience, les gens organisés, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire de toucher l'électorat conservateur et l'électorat libéral au sens américain, c'est-à-dire social-démocrate. Et l'opération était intelligente. Voilà. J'ai trouvé ça insupportable, mais c'était intelligent parce qu'en termes de manipulation psychologique, les gens qui se disaient on va peut-être tous mourir à cause de ce virus qui circule, et là au moins il y a un gars qui nous demande de nous impliquer et qui compte sur nous pour que ça marche, et qui veut une société ordonnée, c'est le sauveur. Et Macron, il a rétabli son image comme ça, et il a ressoudé son groupe, son noyau politique autour de ces aberrations, de ces techniques de manipulation. Vous vous souvenez par ailleurs qu'à un moment donné, on nous expliquait que le pass sanitaire, qui était une mesure, là aussi, de respectabilité sociale, de conformisme, il y a ceux qui ont le pass, qui sont des gens responsables, et ceux qui n'ont pas le pass, qui sont des complotistes, des gens dangereux. Et donc, cette technique du pass sanitaire, elle a permis de souder le noyau macroniste en se disant, ben voilà, il joue sur la respectabilité sociale. Social proof, selon les techniques de manipulation aux États-Unis. Je referai un numéro, une émission sur le social proof. Mais vous vous souvenez qu'il ne disait pas que ça sur le pass sanitaire. Il disait aussi, c'est la meilleure façon de retrouver une vie normale. Hein, parce que la vie normale, comme tout le monde le sait, c'est présenter ses papiers et son certificat de vaccination quand on va prendre un café à une terrasse. Ça, c'est la vie normale. Et beaucoup de gens y ont cru. C'est-à-dire que, pourquoi ils y ont cru? D'abord parce que ce sont des gens, moi j'ai en tête, je ne dirais pas qui, mais une prétendue libérale qui gravitait dans le monde des think tanks libéraux, qui m'a appelé en août 2021 me disant « Non mais quand même Éric, tu es d'accord pour dire que le pass sanitaire c'est bien, ça nous permet de retrouver une vie normale ?» Moi je viens de lui avoir dit, je ne dirais pas son prénom, mais je viens de lui avoir dit « Écoute, moi je suis libéral, libertarien, donc un système dans une société qui restreint la liberté de circulation et qui instaure des mesures liberticides, je ne peux pas être d'accord. Voilà. Maintenant, si toi, tu penses que c'est pour avoir le droit d'aller prendre un café avec les copains et les copines, ou le droit d'aller en boîte, tu acceptes de présenter tes papiers, c'est ton droit. Bien entendu que c'était important pour elle d'être avec les copains et les copines. Et là, ça repose sur un certain nombre de ficelles, là aussi, c'est notamment l'agreeableness, le besoin d'être ensemble, le besoin d'avoir une affectio societatis, hein, qu'on a décrite tout à l'heure,
qui est une caractéristique des libéraux et des progressistes. Des libéraux et des conservateurs, ils ont besoin de faire société, comme on dit, je déteste cette expression. On fait société ou on fait nation. Voilà, on n'est pas seul. C'est ces fameuses théories que j'ai entendues chez un certain nombre de gens qui, moi, m'exaspèrent, qui est « il n'y a pas de réalisation individuelle, il n'y a que des réalisations collectives ». Donc, on a besoin d'être ensemble. Et ce besoin d'être en terrasse avec les autres, c'est évidemment là-dessus que Macron s'est appuyé, et le pass sanitaire servait à ça, à souder un fond d'électorat qui a besoin d'être ensemble, hein, et qui ne peut pas vivre dans la solitude. L'autre astuce dans ce pass sanitaire, c'est qu'en effet, donc je dis ça crée la majorité face aux zinzins, aux complots, et puis ça permettait d'être ensemble, et c'était ce besoin de revenir à une vie normale. Et ça, j'allais dire l'homo normatus, je vais faire un papier sur l'homo normatus. L'homo normatus qui est la nouvelle invention, enfin la création de l'ère Macron, l'homo normatus, il a besoin d'avoir une vie normale. Et la vie normale, c'est d'aller quand il veut au café, et il est prêt à renoncer à toutes ses libertés pour aller au café. À cette occasion, je m'amuse puisque je me souviens d'un récit où le gouvernement avait reçu des membres du MEDEF, alors ils ne savent pas que je le sais, et le président du MEDEF de l'époque était ressorti estomaqué de ce rendez-vous avec un conseiller du Premier ministre qui lui avait dit « les Français sont vraiment des veaux ». Ils sont prêts à tout pour pouvoir prendre un café en terrasse. Voilà, fin de l'histoire. Et c'est comme ça que Macron, d'abord, considère les Français, mais aussi c'est comme ça, c'est en utilisant ces techniques de manipulation qu'il a, au fond, tenu la société. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces appels en permanence, là, « Ah, mais la majorité pense que je lis souvent dans les commentaires, nous sommes nombreux ici à penser que, nous sommes majoritaires à penser que. Voilà, donc nous faisons partie de la majorité, donc nous avons raison. Cet appel à la respectabilité sociale, au conformisme, est un élément fondamental dans la mobilisation de l'électorat conservateur. Il suffit de voir Retailleau, il suffit de voir ce que disent la droite, ce qui reste des républicains. Et puis, il y a un appel à « mais impliquez-vous vous-même dans le maintien de l'ordre social, vous faites des attestations, signer des pétitions, etc. Impliquez-vous ». Ça, c'est quelque chose qui marche très fort chez les gens de centre-gauche, on va dire ça comme ça, dans la partie centre-gauche de l'électorat de Macron. Voilà. Je voulais revenir sur quelques exemples de manipulation que Macron a pu utiliser pendant le Covid pour vous montrer qu'il n'y a pas que les patriotes qui se font manipuler, les macronistes se font aussi manipuler avec des techniques qui sont de plus en plus, on va dire, qui sont bien mises à jour. Elles ne sont pas nouvelles, mais elles sont bien mises à jour. C'est l'ordre social, ce sont les bien-pensants qui s'expriment à travers lui. Dans cette affaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces traits de personnalité qu'on trouve chez les macronistes, c'est le sentiment de caste. C'est ce qu'on appelle la lutte des castes, d'une certaine façon. Ce qui unit les macronistes, c'est le sentiment d'être un groupe de défense d'intérêts homogènes, et que ce groupe homogène, il doit se cramponner, et tout le monde doit se serrer les coudes pour se défendre, même si on n'aime pas le chef. C'est ce qu'un macroniste me disait récemment. On n'aime pas Macron, mais qui d'autre que lui est capable de tenir le pays? Et donc, il y a bien cette idée aujourd'hui chez les macronistes, cette peur d'être renversé par les populistes, ça marche très bien, que ce soit les mélenchonistes ou les marinistes, ça marche très bien, cet appel à la peur. Et c'est bien donc face à la menace, on n'a pas forcément le chef idéal, mais au fond, on le reconnaît à sa capacité à mobiliser un certain nombre de marqueurs, et on lui sait gré d'utiliser ces marqueurs qui correspondent à notre façon de penser et à notre état d'esprit. Voilà, je voulais vous dire ça, et vous dire que je ferai la semaine prochaine un numéro sur les macronistes encore. Je ferai tout le spectre politique sur les macronistes et leur sensibilité
aux appels persuasifs. Et je vais essayer de vous expliquer ce qu'est un appel persuasif et les différentes techniques d'appel à la persuasion utilisées chez les macronistes et chez les patriotes. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Dimanche prochain, et puis retrouvez-nous dans les colonnes du Courrier des Stratèges. Là, on vous remet toutes les vidéos les unes après les autres, comme ça facilite votre lecture. À bientôt!